Bienvenue dans Pause Pépite, le podcast qui met en lumière les histoires de vie extraordinaires de personnes apparemment ordinaires, alors que pourtant. À travers des histoires authentiques et inspirantes, chaque épisode est une invitation à ralentir et révèle une pépite cachée dans le quotidien, un trésor d'expériences à découvrir. Ces parcours parfois surprenants, parfois émouvants, nous rappellent qu'il n'y a pas de petite vie. Je suis Océane Barberousse. Dans la vie, je suis praticienne en hypnose et doula. Embarquez avec moi. Prenez une pause et laissez-vous inspirer par ces parcours qui, loin d'être ordinaires, brillent de mille feux. Aujourd'hui, c'est le parcours de Camille que je vous propose de découvrir. Photographe passionnée, amoureuse de voyage, elle est une véritable chasseuse d'émotions. Alors que pourtant, elle-même est loin d'être la première à révéler les siennes, qu'elle garde bien cachées au fond d'elle. Son parcours n'est pas tout rose, et ses épreuves de vie l'ont amenée à se réinventer, à sortir de sa zone de confort et d'une solitude qui la pesait, pour aller au-delà de sa timidité, de ses peurs, mais aussi des dictats de la société, pour devenir la femme et l'entrepreneur épanouie et remplie de mille et une aventures qu'elle est aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode de Pause Pépite. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Pause Pépite. Bonjour Camille. Bonjour Océane. Merci beaucoup d'être ici avec moi. On se connaît depuis pas mal de temps toutes les deux, parce qu'on a fait un petit bout de chemin avec nos études en fait ensemble, et on s'est jamais vraiment lâché. On s'est toujours suivi, que ce soit autant côté pro que côté perso. Moi, je trouve que ton parcours il est particulièrement inspirant sur plusieurs aspects, et j'avais vraiment envie de le partager au plus grand nombre aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais te demander de te présenter, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. La parole est à toi. Très bien. Je m'appelle Camille Dubois, je viens de Tours et je suis tourangelle. J'ai quitté un peu Tours, mais je suis revenue en Touraine. Voilà, j'ai 34 ans, je suis née en 90, la meilleure période, meilleure année. Ce que je fais actuellement, je suis à mon compte en tant que photographe. Voilà. Ça marche, merci. J'aime bien demander à mes invités de commencer là où ils le souhaitent dans leur récit. Mais est-ce que tu serais d'accord pour d'abord nous parler de ton enfance ? Mon enfance, qu'est-ce que je pourrais dire sur mon enfance ? Ouais, elle a été heureuse, entourée de ma famille, de mes amis. Voilà, j'ai encore des amis qui sont de l'école primaire à mes côtés. Enfin, une particulièrement. Voilà, je faisais de la natation. Voilà, et après, à partir du collège, j'ai eu une passion pour les chevaux, pour l'équitation, et voilà, qui m'a pas lâchée depuis. Ouais. Voilà pour mon enfance. C'est pas foufou, mais mon enfance, je pourrais dire, a été parfaite. Voilà, j'ai vraiment été bien entourée, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin, quoi. Ouais. Est-ce qu'à l'adolescence, c'était toujours le cas ? Ouais. À l'adolescence, ça a toujours été le cas. Je dirais il y a eu des choses qui se sont passées. Mais après, voilà, le collège, je pense, un peu comme tout le monde. Moi, j'ai toujours été un peu une fille un peu forte physiquement. Du coup, forcément, j'ai eu des moqueries, des choses comme ça. Mais je pense qu'ils m'ont touchée, mais j'arrivais à faire un peu abstraction. D'accord. Surtout maintenant, quand je revois les photos de moi, quand j'étais adolescente, je me dis, mais incroyable, quoi. J'étais très bien, en fait. Ouais. C'est fou comme les jeunes peuvent être pas cool, quoi. Ouais. Et ton rapport au corps, justement, est-ce qu'il a évolué avec le temps ? Ah non. Mon rapport, je suis pas... je me sens pas bien dans mon corps. D'accord. Voilà. Mon image de moi est pas forcément très bonne. Mais je fais avec, j'essaie un peu d'y faire abstraction. Des fois, tu vois, ça pop. Genre, bref. Ça t'a déjà empêché de faire des choses ? Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Ok. Ouais. Par exemple, tu vois, l'équitation, j'ai arrêté aussi par rapport à ça. D'accord. Bon, il y a eu d'autres choses qui ont fait que...
Mais le fait d'avoir du surpoids, en fait, je me dis, c'est pas cool pour le cheval. Et puis après, j'ai une autre vision maintenant de l'équitation et de chevaux qui est vraiment différente. Donc voilà, mais ouais. Ouais. Mais oui, ça m'a empêché de faire des choses dans ma vie et ça m'empêche encore de faire des choses, ouais, totalement. Ok. Est-ce que tu dirais que tu es en chemin justement vers l'acceptation de toi? Non. Pas du tout. Ok. Ça marche. Non. Ensuite, l'adolescence, la jeune adulte, t'as quitté la maison à quel âge? J'ai quitté la maison très tard. Ouais. J'ai quitté chez mes parents quand j'avais 26 ans. Ok. Ouais, en 2016. À la fin des études, quoi, finalement, même un petit peu après? Un petit peu après, ouais. J'ai essayé de trouver du travail dans la communication. Mais peut-être qu'on va refaire un petit chemin, parce que du coup, voilà. Mais ouais, j'ai eu du mal à trouver dans ce que je voulais. Et en fait, je me suis mis un peu un ultimatum. Genre, si l'ultimatum, c'était si au mois d'août 2016, j'ai rien, je m'en vais. Et du coup, je suis partie de Tours. Ok, ça marche. Voilà. Si on revient un petit peu, effectivement, avant, il y a eu un événement marquant dans ta vie. Ouais. C'est la perte de ton papa. Est-ce que tu veux nous en parler? Pardon. Ok. T'inquiète pas. Ouais. J'ai perdu mon papa quand j'avais 18 ans. C'est drôle parce que là, j'ai les émotions. Et en fait, c'est quelque chose dont je parle jamais. Ouais. Et même, je crois que j'ai pleuré, mais genre toute seule. Genre à l'enterrement... Non, pardon, je me reprends. À l'enterrement de mon papa, j'ai pas lâché une larme, quoi. D'accord. Et est-ce que c'est parce que je voulais être forte ou je ne sais pas trop, quoi. Peut-être, mais... Ouais. Comment t'as vécu ce deuil-là, du coup? Je pense que j'ai fait un peu genre abstraction de la chose. Alors c'est beaucoup dans ma vie, quand il se passe des choses, c'est un peu genre moi je suis là, il y a des choses qui se passent là, mais il y a des trucs entre moi et ce qui se passe. D'accord. En fait, je pense que tu mets de la distance. Ouais, je me protège beaucoup sur beaucoup de choses. Et ouais, mon papa est décédé d'un cancer de la thyroïde. D'accord. Donc le cancer de la thyroïde, il y a 95% du temps, ça se soigne. Et 5% du temps, les gens sont condamnés. Pardon. D'accord. Et c'était le cas pour mon papa. Et du coup, c'est une maladie où ça arrive. Et souvent, comme dans les cancers, tu vois les personnes vraiment dépérir. Ouais. Et du coup, j'ai vu mon papa se dégrader. Et voilà. Il a été malade longtemps? Moins d'1 an, il me semble. D'accord, ça allait vite, du coup. Ouais, ça allait plutôt vite. Ouais. Du coup, après, je suis restée avec ma maman. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que je suis partie plus tard de la maison. C'était pour rester avec ma mère. Ouais. Je suis vraiment très proche de ma maman. Ouais, c'est incroyable. Martine, on vous embrasse. Ouais. C'est vraiment une femme très forte et juste incroyable. Et je lui ai déjà dit, je lui redis. Est-ce que c'est toi qui l'as soutenue ou est-ce que c'est elle qui t'a soutenue quand ton père il est parti? Non, c'est elle. Ouais. Ok. Ouais. Et comment tu t'es construite après, en tant que jeune femme, sans la présence de ton papa? Est-ce que ça a eu un impact? Je sais pas s'il y a eu un impact. Oui, je pense que ça a quand même forgé peut-être mon caractère. Parce qu'avant, j'étais très... Enfin, ça s'est fait au fur et à mesure, mais j'étais très proche de mes parents, mais à pas vouloir faire les choses toute seule. Être un peu dans les jupes de mes parents, on va dire. Ouais. Enfin, voilà, ils étaient... je dirais pas protecteurs parce que j'ai toujours pu faire ce que je voulais. Enfin voilà, j'ai jamais eu
Ils m'ont jamais dit genre non, ça tu fais pas parce que c'est trop dangereux. Ouais. J'ai monté à cheval quand même, j'ai eu des très grosses chutes. D'ailleurs, j'ai fait une très très grosse chute de cheval quand mon papa était malade. Ouais. Mais voilà, ils m'ont jamais vraiment interdit de faire des choses parce que c'était dangereux ou quoi. Mais la protection de tes parents, c'est toujours quelque chose d'important et j'avoue que je pense que ça me rassurait beaucoup. Ouais. Et c'était quoi déjà la question? L'impact de la perte de ton papa sur après ta construction en tant que jeune femme. Ouais, je pense que ça a forgé mon caractère et j'ai peut-être osé plus de choses. Ouais. Aussi le fait de se dire que la vie, du jour au lendemain, en fait, peut s'arrêter. C'est quelque chose qui m'a amenée à faire... à essayer et pas à se dire on verra plus tard, en fait. Ouais. Et ça, c'est un truc... Enfin, je l'ai vu aussi avec mes parents qui sont toujours dit on verra la retraite, on verra la retraite, on verra la retraite. Mon papa était conducteur de TGV, donc il a eu cheminot, donc il a eu sa retraite très tôt à 50 ans. Donc je fais les calculs, je crois qu'il est décédé à 54 ans. Il me semble que c'est ça. Donc mon papa était à la retraite vraiment depuis pas très longtemps. Et ma maman était pas encore à la retraite à ce moment-là. Et du coup, en fait, ils attendaient juste d'être à la retraite pour faire des choses. Ouais. Et en fait... ils ont pas pu. Bah non, ils ont pas pu. Et ça, c'est un truc que je me suis toujours dit, en fait, si t'as envie de faire quelque chose maintenant, tu le fais. Et il faut pas attendre, quoi. T'as un exemple de choses comme ça où tu t'es lancée sans attendre? Bah, par exemple, alors, quelque chose de plutôt personnel, c'est genre les voyages. Ouais. Où je suis très peu partie en vacances avec mes parents. Alors ça, c'est pas du tout grave parce qu'au final, je faisais des colos, des mini-camps tous les étés. J'allais chez les grands-parents. Enfin, j'étais bien occupée. Mais c'est vrai maintenant que j'y pense, c'est un truc où, tu vois, c'est des souvenirs que j'ai pas pu créer avec mes parents. Alors, il y a eu certainement la période 0-6 ans que j'ai un peu effacée de ma mémoire, où je crois qu'on est allé dans les Pyrénées. Enfin, voilà, on avait fait des choses. Du coup, les voyages, maintenant, en fait, je me fais plaisir. Genre, j'ai envie d'aller quelque part, et ben j'y vais. Mais ça, c'est aussi grâce à mon papa, parce qu'il était cheminot et qu'à la SNCF, tu peux cotiser. Pour l'ONCF, c'est l'Orphelinat national des chemins de fer. Et c'est là où j'ai fait mes premiers gros voyages. Je suis partie en Inde, en Afrique du Sud, avec l'ONCF. Ouais. Et là, c'était trop bien. Enfin, c'est une ouverture sur le monde. Et à partir de là, après, c'était bon. J'ai fait plein d'autres voyages. Trop cool. C'était quoi ton plus beau voyage? Zanzibar. Ouais. Zanzibar, j'y suis... alors là, je suis partie juste avec une amie. Son cousin avait une maison là-bas. Et du coup, on a passé un mois dans un petit village à Zanzibar. C'était à l'époque où c'était pas encore touristique comme ça l'est maintenant. Ouais. C'était incroyable. Je pourrais en parler des heures. Donc, voilà, mais ouais, c'était mon plus beau voyage. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a amené justement, ce voyage en particulier? Parce que c'est vrai que tu pourrais en parler beaucoup, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Le fait de vivre avec les gens. Vraiment du village, clairement on était les deux seuls occidentales dans le village et vraiment de vivre avec eux, quoi. C'était fou. Ouais, découvrir la culture peut-être qui est différente. Découvrir la culture, ouais. On a eu l'occasion de participer à un mariage là-bas. Ah ouais. C'était trop ouf. Ouais, de vivre des choses avec eux, de partager leur quotidien. Ouais, c'est trop bien. Bon. Dans la vie, pendant tes études, pardon, tu as fait une rencontre avec la photo. Est-ce que tu peux nous en parler? Du coup, donc, j'ai fait des études de communication. Alors, j'ai fait un BTS Com et ensuite, j'ai fait une école de graphisme. Ouais. Nous sommes rencontrés. Et là-bas, on a eu plein de cours, plein de comment on dit, pas de métiers, de secteurs différents. Ouais. Bref. Dont la photo et la vidéo.
Et moi, je faisais un peu de photos, genre en voyage, où j'avais mon petit bridge. Je crois que c'était un bridge que ça s'appelait. Enfin, le truc où t'as pas de... Enfin, oui, c'est pas le gros appareil photo. Voilà, bref. Et j'en avais fait en Afrique du Sud, dans les safaris. Et j'étais, waouh, c'est trop beau. J'ai encore d'ailleurs une photo que j'avais faite qui était plutôt cool, ouais. Et du coup, je m'intéressais à la photo juste pour ça, quoi. Genre en voyage, pour garder des souvenirs. Et durant cette école de graphisme, j'ai découvert la photo. Et là, je dis, ah, mais c'est trop bien. Enfin, après, la prof qu'on avait eue était très chouette. Ouais. J'avais beaucoup aimé. Et du coup, je me suis vraiment mis à fond dedans. Et je me suis dit, pourquoi pas allier l'équitation. Donc, j'ai... Passion de l'équitation. La passion de l'équitation et la photo. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai fait un peu de photos. Et puis après, donc, sur les concours, quand les copines montaient à cheval, des petits portraits, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, les gens me demandaient de plus en plus de photos. Et je me suis dit, tiens, quand même, pour être réglo avec les autres photographes et tout ça, je vais monter une petite micro-entreprise pour mettre un peu tout ça au clair. Et comment ça s'est passé pour toi, cette expérience ? Je ne l'ai pas du tout développé parce qu'après, j'avais je faisais des boulots. Alors, j'ai fait de l'intérim et des CDD. Ouais, après tes études. Dans la com, ouais. Et du coup, en fait, c'était juste genre quand les gens avaient envie, hop. Donc, autant dire, mon CA devait être de 600 € par an. C'était pas ton objectif d'en faire ton métier ? J'aurais bien aimé. Mais c'était... Enfin, pour moi, vivre de la photo, est-ce que c'était possible ? Ouais. Je savais pas trop. Donc, j'avoue, j'ai pas trop développé ça. Et j'ai voulu plutôt chercher un CDI. Ouais. Alors, désolée maman, mais ma maman aime beaucoup la sécurité. Ouais, comme beaucoup de parents. Comme beaucoup de parents et comme beaucoup de personnes. Hein. Enfin, c'est... Voilà. Donc, c'était un CDI dans une grande boîte avec un bon CE. Ouais. Voilà. Ce que je n'ai jamais trouvé. Et du coup, c'est à ce moment-là où je suis partie sur Lyon. Où j'ai gardé ma micro-entreprise donc pour la photo. Et je me suis dit, ah super, sur Lyon, peut-être que je vais pouvoir développer ça. Au final, j'ai fait de l'intérim. J'ai fait ma petite vie très chouette sur Lyon. Et en fait, je t'ai même fermé ma micro-entreprise parce qu'en fait, il n'y avait plus rien qui rentrait. Ouais. Et j'avais quand même un réseau sur Tours par rapport aux chevaux. Mais sur Lyon, j'avais absolument rien. Ouais. Donc, Et du coup, après, est-ce que tu es partie sur Lyon un certain nombre d'années même, je crois. 3 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer ? Le mal du pays. J'étais pas bien. Alors, mes 3 premières années étaient vraiment trop chouettes. Donc, j'ai vécu en colocation. Ouais. En partant de chez mes parents. Enfin, ma maman. J'ai vécu en coloc. Et ensuite, les 2 colocs, j'ai vécu 2 fois en coloc à Lyon. Des colocs incroyables. Ouais. Et j'ai dû retrouver quelque chose. Je me suis dit, je vais changer d'appartement. Parce qu'en fait, il y avait dans cet appart, ce que j'adorais, il y avait mes 2 colocs, enfin mes 2 fois une coloc, qui était trop cool. Et en fait, j'avais pas envie de retrouver quelqu'un, de refaire un nouveau truc dans cet appart que j'aimais beaucoup. Donc, je me suis dit, autant bouger. Et il y avait un endroit que j'adorais à Lyon, c'était Croix-Rousse. Ouais. Donc, du coup, je me dis, je vais trouver un appart là-bas. Donc, j'ai trouvé un appart là-bas. Sauf qu'en fait, je me suis retrouvée d'un appart incroyable, un boui-boui, où dans la chambre, j'avais 9 mètres carrés. J'étais sur mon lit, dans mon bureau, dans mon armoire, limite sur les toilettes. Enfin, voilà. Ouais. Et j'étais pas bien du tout. Et j'avais Léo, donc mon chat que j'avais adopté. J'ai une passion pour adopter les vieux animaux. Ouais. Voilà, donc Léo est arrivé dans ma vie quand je suis partie sur Lyon. Et c'est un chat qui a été retrouvé
où il y avait tiré dessus. Enfin bref, mais il avait 10 ans. Une sale gueule, clairement. Il était pas beau. et ma première coloc m'a dit « Ah, je crois que j'ai trouvé ton chat. Il est moche, il a 10 ans. » J'ai dit « Ok, je le prends. » Donc voilà, donc Léo est arrivé. Et donc dans ce petit appart, Léo commençait à se faire une pelade. Enfin, il se léchait. C'était pas bien. Léchait. Et là, j'étais « Waouh, je suis en train de faire vivre ça à mon chat. » Enfin, moi, j'étais pas bien. Lui non plus. Lui non plus. Et du coup, je dis « Allô, maman, est-ce que je peux revenir sur Tours ?» Elle me dit « Mais bien sûr, mais viens. » Super heureuse. Voilà. Ma mère, si je pouvais encore vivre avec elle jusqu'à toute ma vie, ça lui ferait plaisir. Donc, t'es rentrée à Tours. Et après, du coup, t'as recherché du travail. Ouais. Donc, je suis restée 1 an chez maman avec Léo. Et là, j'ai trouvé effectivement un emploi dans une agence de com, juste à côté de chez ma mère. Donc, trop cool. Mais entre-temps, j'ai 2 amis qui m'ont dit ah, on monte une coloc, on va à cet endroit-là. Bon, c'est à Villandry. Voilà. À Villandry. Et en fait, c'est 2 copines du poney, du cheval, d'équitation, et qui sont des amies de longue date. Et elles ont trouvé une maison à Villandry. Et c'était un endroit où on passait en fait à chaque fois à cheval. Et alors moi j'ai eu une jument, j'avais encore ma jument à ce moment-là. Et c'est un endroit où en fait où on avait un super galop juste avant. Enfin c'est vraiment un endroit qui me parle. J'adorais ce hameau. Et j'étais là genre mais incroyable les filles. Ouais. Ben, j'arrive quoi. Ouais. J'arrive. Donc voilà. Donc je suis arrivée en août. J'ai commencé mon emploi en septembre. Ok. Ça a duré 1 an. Voilà, et comme c'était à côté de chez maman, tous les midis, j'allais manger avec ma maman. Donc elle était contente et tout. Et tu veux savoir la suite de cette histoire, hein? Bah évidemment, tout le monde veut savoir. Parce qu'on sait que t'es plus dans cet emploi-là. Non, je suis plus là-bas. Une agence de com, petite agence de com. En fait, comme j'avais galéré à trouver un emploi, mon entretien d'embauche était vraiment bizarre. Bref, le gars me dit vous me rappelez, genre vraiment à la fin, vous me rappelez pour me dire vous êtes OK ou pas. Ah. J'étais genre trop chelou. C'est plutôt dans l'autre sens habituellement, Ouais, mais pourquoi pas. Très bien. Je réfléchis un peu, trop bien, CDI, plutôt pas mal payé et tout. Je dis vas-y, donc je rappelle, je dis bah oui je veux bien. Trop chelou. Là j'aurais dû me dire ça pue. Mais bon. Donc j'y vais. Je crois que quand j'ai embauché en septembre, le gars mon collègue que je devais aider en fait parce qu'il y avait un afflux de travail et tout, me dit du coup j'ai mis mon préavis. Ah, il partait du coup. Il partait. Ok. Je dis ah bon. Je dis pourquoi tu pars? Il voulait pas me dire et tout. Je dis ok bon. Bref, il part. Et en fait, moi, j'avais pas du tout le feeling avec le patron. Ouais. Je me faisais chier, clairement. C'était relou, enfin bref. Et il y a eu un truc qui a été fait. Enfin, je vais pas raconter l'histoire, mais bref, qui a fait qu'on s'est pas du tout entendu, que ça a un peu clashé. Et il y a eu un événement. Et à la suite de cet événement, il est revenu et il m'a dit du coup ça fonctionne pas en gros hein, ça fonctionne pas entre nous. Je vous licencie. Voilà, donc il m'a licenciée pour incompétence professionnelle. Ok. Ouais, c'était juste c'était pour trouver un motif quoi. C'était voilà. Puis il a fait un peu filou, enfin bref. Et en fait moi comme je cherchais déjà autre chose à côté, que je n'avais qu'une envie, c'était de me barrer de ce truc. Et je voulais pas faire de rupture ou quoi. Et en fait, il a fait un licenciement. Ce licenciement-là te permet d'avoir les aides au chômage. J'ai dit, mais banco, vas-y, mais trop bien, mais merci. En fait, t'as juste envie de me mettre sous terre, mais en fait, juste là, t'es en train de me c'est m'élever, ça qui quoi. va te lever. Ouais. Et du coup, plus de boulot.
Vraiment, voilà, un peu du jour au lendemain. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Purée. J'avais pas envie de retourner en tant que salarié, du coup, ça m'avait un peu dégoûtée. Alors, tous mes emplois avant sont toujours très bien passés. Mais alors, lui, il m'a vraiment... Je me suis dit, mince, quoi. J'ai plus envie de ça. J'ai plus envie. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Ah, la photo, tiens. Donc, je me dis, allez, go. Donc, je me lance dans la photo. À temps plein. À temps plein. Donc, à la base, je voulais me remettre vraiment dans l'animalier, donc dans les chevaux. Et finalement, au fur et à mesure, je fais de moins en moins plutôt de chevaux. Ouais. Et maintenant, je fais beaucoup de mariages. Ouais. Et de photos, on va dire, un peu plus sociales. Donc, ça va être des portraits, de la grossesse, de la famille, un petit peu d'animalier, notamment avec les chevaux. Et voilà. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? La rencontre avec les gens. Ouais. De fou. C'est drôle parce que toute ma vie, j'ai été très en retrait, timide. Timide. Je me suis vraiment dévoilée quand je suis partie sur Lyon. Ouais. Où j'ai dû me débrouiller toute seule. Enfin, me débrouiller toute seule. J'avais plus mon cercle d'amis tourangeau. Pour moi, si j'arrivais dans une nouvelle ville, je voulais absolument faire des nouvelles rencontres. Donc, j'ai fait plein de trucs toute seule. Ce qui était juste inenvisageable avant. Ouais. Jamais, quoi. Jamais. Enfin, maintenant, je pars en voyage toute seule. Je vais au resto toute seule. Ouais. Enfin, des trucs, mais vraiment des trucs où avant, jamais j'aurais pu faire ça, quoi. Et ça, c'est un déclic que tu as eu ou c'est vraiment une prise de conscience où tu t'es dit, il faut que je me mette en zone d'inconfort pour pouvoir transcender finalement cette peur d'être toute seule? Comment ça s'est fait pour toi? Je pense à un déclic. En fait, j'ai fait, sur Lyon, du coup, je suis allée à des événements. J'étais toute seule. Ouais. Et en fait, je suis allée vers les autres. Enfin, après, je me suis mis un coup de pied au cul, hein, on va pas se mentir. Bah oui, voilà. Je suis pas restée, dans le coin de la salle à la regarder, à dire « salut ». Enfin, voilà, je suis allée vers les autres et je me suis dit, au pire, tu t'en fous. Genre, ces personnes-là, tu les reverras jamais si jamais ça se passe mal. Ouais, c'est vrai. Lyon, quoi. Enfin, Lyon, c'est immense. C'est très grand, ouais. Enfin, voilà. Donc, en fait, je me suis surtout mis un coup de pied au cul. Ouais. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Hop, les gens, ils t'intègrent plutôt facilement. En fait, quand t'es seule, je trouve que c'est plus facile de t'intégrer à un groupe que quand t'es avec d'autres amis, d'aller vers les gens. Ouais, ok. Et t'as toujours aujourd'hui cet état d'esprit, cette manière de faire pour rencontrer les gens? Ouais. Du coup, je voyage seule, donc je me suis aménagé un van. Ouais. Et du coup, je prends souvent la route toute seule, enfin, presque toute seule, parce que j'ai mon chien. Et ouais, je le fais. De toute façon, c'est pareil. Je vais à cet endroit-là. Au pire, les gens, ils me prennent pour une folle. Alors, je suis pas folle hein, quand je vais vers les gens. Je suis pas... je suis tout à fait normale, mais de toute façon, tu le sens si les gens ils sont aptes ou pas à la conversation. Ouais. Voilà. Et par rapport à ton métier, du coup, j'imagine que c'est un état d'esprit qui te sert énormément pour aller à la rencontre, aller voir les gens, discuter avec eux, te vendre aussi, parce que finalement, c'est aussi un métier où il y a quand même beaucoup d'autres personnes et il faut sortir un petit peu du lot. Donc, j'imagine qu'il y a... Est-ce que tu dirais que c'est ça qui fait la différence, peut-être ce côté humain que tu as, ce côté, aimer l'autre, en fait? Ouais. Le côté humain, ça revient énormément dans les retours que je peux avoir sur mes séances. C'est assez drôle parce que, par exemple, pour les séances grossesse, j'ai toujours le compagnon ou la compagne de la personne. Ouais. Je crois que j'ai jamais fait de séance grossesse où la maman était toute seule. Et souvent, du coup, je vais parler des hommes. Souvent, les hommes, on voit bien qu'ils sont là pour faire plaisir. Hein. Ils traînent un peu et tout.
Et du coup, généralement, j'axe un peu plus sur eux. Ouais. Ou durant ma séance, je discute beaucoup. Je parle. Voilà, je raconte des blagues, des trucs, bref. Et moi, ce qui me fait trop plaisir, c'est quand... et souvent, ça arrive au milieu de la séance. Ils me disent, franchement, je venais juste pour accompagner. Ça me faisait un peu chier, j'avoue, d'être là. Ouais. Mais en fait, c'est trop cool, je passe un trop bon moment. Et du coup, je suis là genre, ok, j'ai gagné. Genre déjà, ils passent une bonne séance, tu vois. Ouais. Et ça, c'est super important. Et puis ça se ressent aussi sur les photos. Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu as cette particularité de vouloir capturer l'instant, le moment, et de vraiment vouloir capturer l'émotion. Donc c'est vrai que le faire alors que quelqu'un est très crispé, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, j'imagine qu'il faut trouver aussi comment approcher aussi ces personnes-là qui sont un peu, qui sont pas très à l'aise. Hein. Tout le monde n'est pas à l'aise d'être devant un objectif, et de sorte à quand même avoir des très beaux clichés qui vont être de merveilleux souvenirs pour les personnes que tu photographies, quoi. C'est ça. Et puis, si par exemple, je sais pas moi, la séance, enfin l'humain dans la séance, c'est pas fou. Ouais. Genre les gens, ils passent pas forcément un bon moment. Ouais. Mais les photos sont trop belles. En fait, toi, quand tu vas regarder les photos, tu vas dire, ouais, c'est beau, mais putain, qu'est-ce que c'était chiant. Ouais, enfin, parce que tu sais que le moment n'a pas été fun, en fait, pour tout le monde. Alors que toi qui n'as pas vécu la séance, tu vas voir la photo et dire, elle est super chouette, la photo. Alors que la personne qui a vécu la séance et qui a passé un mauvais moment, en fait, pour elle, ça serait peut-être, même si la photo est parfaite, genre la lumière est parfaite, les poses sont parfaites. Ça rappelle pas un bon moment. Donc oui, l'instant est super important. Et puis voilà, même si la photo n'est pas parfaite techniquement, on va dire. Ouais. Si les gens ont passé un super moment, c'est ce qui compte. Ouais. Mais je pense que ça compte énormément, et on est dans une société où tout va, je le dis souvent, hein, où tout va très vite, où on a ce côté instantané tout le temps, et on cherche un peu à aller vite sur beaucoup de choses. Mais je trouve que justement des personnes qui savent pas trop comment ça fonctionne, ou qui se disent bon, ça va être 1 heure, allez, on y passe parce que on nous a offert un cadeau, ou parce qu'on se dit c'est important pour nous, même si on n'aime pas trop ça, c'est important pour nous de prendre des photos pour immortaliser une grossesse, une naissance ou un mariage. Mais je suis pas, on va y passer, même si c'est pas le meilleur moment de notre vie. D'arriver à passer un bon moment et d'arriver à faire switcher d'état d'esprit, en fait, les personnes, je pense que c'est... il doit y avoir un côté un peu magique, en fait, d'arriver à amener ces personnes-là à prendre du plaisir aussi, à être devant un objectif et de passer un bon moment avec toi aussi. Et c'est ce qui... j'imagine que c'est ce qui fait ton succès aussi, quoi. Oui, je pense que ça en fait partie. Après, il y a beaucoup de gens qui me trouvent via Google. Ouais. Du coup, tu as les avis. Tu peux lire les avis, mais je trouve que quand tu n'as pas vécu la chose, c'est compliqué de pouvoir te projeter dans ça. Ouais, je comprends. Du coup, et ça se trouve, il y a des gens, tu vois, qui... il y en a beaucoup. Hein. Genre, ils cherchent un photographe, ils vont sur Google, ils prennent les premiers, ils envoient du copier-coller. Tout. Ouais. Bref, après, ils choisissent par rapport au prix. Imaginons, ils me choisissent moi. En fait, ils savent pas ce qu'ils vont vivre. Bah oui, c'est une expérience que tu proposes finalement. Donc ça se trouve, ils savent pas que, effectivement, genre, succès, entre guillemets, hein, très gros guillemets. Mais, moi, je pense qu'on peut le valoriser comme ça, mais bon, vas-y. Voilà, ils savent pas forcément ce qu'ils vont vivre, en fait. Ouais. Et c'est trop cool quand du coup, ils s'attendent pas à ça et ils disent « Ah, mais c'est trop bien, en fait. » Ouais. Finalement, c'est pas ce que je m'imaginais, Au final, ça peut être une activité, tu vois, que tu fais pour te changer un peu les esprits. En fait, c'est vraiment un bon moment que tu passes. C'est pas... tu sais, c'est un peu c'est vraiment une pause dans ta vie, ce moment-là. Ouais, je vis un peu les choses de cette manière-là au travers de mon activité aussi, finalement. C'est vraiment un moment un peu sacralisé aussi, peut-être. La différence, c'est que toi, il y a le cadeau, il y a les clichés à la fin. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est quoi la différence, en fait, entre cette première expérience d'entrepreneuriat
par le passé où c'était plutôt format loisir, mais pour être en règle, versus aujourd'hui où c'est ton activité principale où tu en vis. Quelle est la différence entre avant et maintenant ? Comment j'ai réussi maintenant à en vivre, par exemple ? Ouais, c'est ça. Et est-ce que ton état d'esprit a changé ? Comment t'en es arrivé là ? Mon état d'esprit, en fait, dans ma vie, il y a avant Lyon et après Lyon. Ouais. Clairement. Et du coup, ma micro-entreprise, c'était avant Lyon. Donc, c'était plutôt... j'étais un peu encore recroquevillée sur moi-même. Ouais. Pas encore... j'étais moi, mais j'étais pas la vraie moi, on va dire. Ouais, t'étais encore un peu cachée. Ouais, c'est ça. Et du coup, et puis surtout, je m'y mettais pas à fond. Enfin, j'attendais, parce que ma copine là-bas veut des photos avec son poney. Voilà. Et du coup, là, le fait que j'ai eu, et maintenant je peux le dire, franchement, cette opportunité-là de pouvoir me lancer à mon compte. Parce que clairement, j'aurais trouvé... Parce que moi, je cherchais un autre CDI pendant que j'étais dans cette agence de com. Si jamais j'avais eu un CDI, là, je serais pas en train de te parler. Mais pas ton expérience, en tout cas, d'entrepreneur. Donc, le fait de pouvoir me lancer à 100% dedans, à mettre tout en œuvre, à me dire ok, moi, c'est ça que je veux faire de ma vie. En fait, je veux être mon propre patron, de faire ce que j'aime. Et voilà, de pouvoir en vivre et de donner du bonheur aux autres aussi, de créer ses souvenirs. Et c'est ça aussi, moi j'ai très peu de photos avec mon papa, par exemple. Ouais. Tu crois que c'est un lien, du coup ? Je pense, ouais. Mais c'est ouf. Ouais. Ouais, je pense que j'en ai... Très peu. Faudrait même que je regarde. C'est très, très, très peu. Donc voilà, et par exemple maintenant, donc mon frère a des neveux, non, ce sont mes neveux, a des fils, j'ai ma belle-sœur aussi, j'ai ma maman, et il y a 1 an ou 2 ans, pour Noël, je leur ai offert une séance photo. Et on a fait une séance photo avec une photographe de Tours, tous ensemble. Et c'est trop bien. Et je me dis rien que pour mes neveux, tu vois, ils auront des photos avec leur grand-mère, avec leur tante. C'est précieux. On se rend pas compte, je pense. Justement, puis toi, t'as cette sensibilité de te dire, en fait, moi, si je regarde moi ma propre expérience, t'as peu de photos souvenirs finalement avec ton papa. Et je réfléchis un petit peu en même temps, mais c'est beau de vouloir aussi offrir ça. Ces opportunités-là, puis dans ta manière aussi d'amener les choses, de vouloir vraiment capter l'instant, capter l'émotion, les regards, les sourires, et pas... toi, t'es pas du tout sur du studio ou de la photo figée, de la photo de groupe en randonnion. C'est pour les mariages un petit peu. Parce qu'il y a une tradition aussi par rapport à ça, mais t'es quand même plus sur du reportage finalement, où tu captes des émotions, tu captes des regards, des sourires, et ouais, je pense que c'est ça qui est précieux quand on regarde après, par la suite, des photos de famille, par exemple, de se dire, en fait, t'as ce petit truc, en fait, en plus, qui est pas banal, en fait. Et je trouve ça beau de travailler de cette manière-là. Et aussi, si je reviens sur ton expérience entrepreneuriale, encore une fois, on est dans une société où on a assez peur de l'échec, on a assez peur de... c'est assez peu autorisé, en fait, on se l'autorise assez peu. Et toi, en fait, ce que je vois, c'est que tu as testé une première fois, tu as testé sans le tester, c'était pas forcément un objectif de vie, d'en vivre la première fois. Mais tu as eu ce courage aussi de te dire, je continue dans autre chose, je cherche plutôt la sécurité. Et de te dire à un moment donné, en fait non, ça vient me rechercher. Et la vie t'envoie aussi des choses, des situations qui te permettent de... Mais tu l'as prise, en fait, cette opportunité-là. Et bravo pour ça. Bravo vraiment pour ça, d'avoir eu ce courage-là. Et d'ailleurs, je me posais une question. Comment ta mère, elle a réagi à ça ? Je me suis dit... Wow. Alors, ma mère savait que c'était pas la folie au boulot. Il s'est passé d'autres choses cette année-là, d'ailleurs.
du coup, l'une de mes colocs était en couple. Ouais. Et son copain qui vivait avec nous est décédé dans une avalanche. Et au même moment, ma jument est tombée malade et est décédée. Genre, tout en même temps, quoi. Du coup, ça allait pas. Et lui, le patron, enfin bref. Un con. Pas très empathique. Non, pas du tout empathique et tout. Et du coup, quand j'ai annoncé ça à ma mère que j'étais licenciée, limite, elle m'a dit, mais tant mieux. C'est vrai. Ouais. Parce qu'elle voyait que j'étais pas bien, que voilà, ça m'allait pas. Et du coup, après, quand je lui ai dit que je voulais faire ça, alors je pense qu'elle a dû me dire, genre, oh, un CDI, ça serait pas mal quand même. Enfin, voilà. Ouais. Après, moi, je me suis dit, go, quoi. Genre, si, j'aime du plus profond de mon cœur ma maman. Mais voilà, on n'est plus du tout dans la même génération. La génération de mes parents, donc mes parents sont nés dans les années 50. C'était du CDI dans la même boîte. Bien sûr, toute ta vie. Ouais. Et ma mère avait encore cette vision-là. Et moi, à un moment donné, je lui ai dit, mais maman, c'est plus comme ça, tu sais. Enfin, non. Et puis, c'était pas ta manière, toi, de voir les choses. Et c'était pas ma manière de voir les choses. Mais ma mère est très ouverte d'esprit sur beaucoup de choses. Et du coup, elle m'a dit, bah vas-y, go, hein, de toute façon. Voilà. Et maintenant, c'est ma première supportrice. C'est assez drôle, du coup, quand on est à son compte, on bosse beaucoup, je pense que tu le sais. Alors moi, ça va parce que j'ai pas de vie de famille. Donc du coup, j'avoue que voilà, je suis focus sur mon entreprise. Je veux que ça... Tu veux que ça fonctionne. Ça fonctionne, que ça grow up, que voilà, j'ai plein de projets. Et je sais que des fois, mon frère, il dit « Ah, mais tu travailles encore hein ?» Et puis ma mère, bah oui, non, mais tu sais, Camille, elle travaille beaucoup. Et mon frère, il dit « Bah merci, mais moi aussi, hein, je travaille. » Oui, mais bien sûr. Tu vois. Mais oui, elle voit toute l'énergie que je mets dedans. Et aussi, je pense que ça la rassure que ça fonctionne. Donc voilà. Mais c'est aussi un beau message, je trouve, que ta mère n'était pas du tout... Enfin, c'est pas la même génération, pas la même vision des choses vis-à-vis du travail et voilà, ces histoires de CDI et de sécurité. Mais je trouve ça... En fait, je pense que tu lui as enseigné aussi des choses, finalement, de se dire, moi, je vais faire différemment. Et je trouve ça beau qu'elle t'ait soutenue et qu'elle n'ait pas été un frein. Parce que c'est vrai que parfois, les parents peuvent avoir des peurs pour leurs enfants et c'est naturel. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Mais peuvent, sans le vouloir, être un frein pour leurs enfants en leur transmettant des peurs. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas de ta mère, qu'elle a été plutôt dans le soutien. Après, bien sûr qu'elle a dû quand même te formuler des choses, mais que tu sois quand même allé au-dessus, par-dessus, et que tu te sois dit, en fait, moi, mon chemin, c'est celui-là. C'est celui-là, et que ça ait quand même eu un effet positif aussi, je pense, sur votre relation, de voir que ma fille, elle est capable. Et j'imagine qu'elle est très, très fière aujourd'hui. Je pense qu'elle est fière. Après, j'aurais eu cette volonté. Encore une fois, il y avait avant Lyon, après Lyon. Avant Lyon, je pense que j'aurais écouté ma mère. Et j'aurais dit, oui, c'est vrai, bon, vas-y, je vais trouver un CDI, même si c'est un CDI alimentaire ou quoi. Et là, maintenant que je suis, c'est bon, je suis affirmée, je sais ce que je veux, voilà. J'imagine que ça se fait pas du jour au lendemain et qu'il y a eu une étape déjà de quitter le nid, de partir loin. J'imagine que ça a dû être une étape et pour toi et pour elle. Oui. Ça a pas dû être évident et qu'il y a eu un chemin en fait qui s'est fait entre ce moment-là et maintenant évidemment. Et puis oui, maintenant de voir que tous tes efforts payent. J'imagine que ça doit être très sécurisant, justement, dans l'esprit d'une maman, de devoir réussir dans ce que tu aimes et surtout de te voir épanouie, en fait. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est ça le plus important. Totalement. Par rapport à... Si je reviens sur l'entrepreneuriat, tu disais que tu étais ton propre patron. Est-ce que tu dirais que d'être ton propre patron, est-ce que c'est une liberté ou est-ce que c'est une fausse idée, ça? De se dire, ah là là, je vais être entrepreneur, du coup, je vais pouvoir gérer mes horaires comme je veux et ça va être la liberté versus
un CDI. Parce qu'on en parle pas mal en ce moment, de oh là là, les entrepreneurs, c'est pas qu'on surestime, mais on survalorise ce côté-là. Mais je veux bien ton avis sur la question. Mon avis, j'ai bien déchanté. Ouais. Alors moi, je me suis dit, trop cool, je vais être mon propre patron, je pourrais faire les horaires que je veux. Ouais. Alors oui, tu fais les horaires que tu veux. Ce qui est cool, c'est que tu peux caler tes rendez-vous comme tu veux. Ça, c'est trop bien. Ouais. Pas besoin de demander à ton patron. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous avec un spécialiste. Est-ce que je peux partir plus tôt? Qui consulte du lundi au mercredi de 8h à midi. Ouais. Voilà, j'exagère, mais... et qui te dit, non. Ou alors, tu pars à 18h et on te dit, t'as pris ton après. Voilà, c'est ça. Tous vécu ce genre d'expérience. Ouais. Donc ça, c'est vrai que tu peux me mettre tes rendez-vous où tu veux. Mais alors, j'ai jamais autant bossé de toute ma vie. Je me fais des journées... je compte même pas mes heures. Ouais. Mais des fois, je vais travailler du lundi au dimanche. Ouais. Faire du 9h, 21h. Enfin, voilà. C'est assez drôle parce que, du coup, je vis encore en coloc. Ouais. J'aime beaucoup la coloc. Quand ça se passe bien. Et je sais que de ma grosse période, donc c'est de mai à peu près... Là, ça a commencé déjà. Cette semaine, ça va commencer. Mais de mai à fin octobre, c'est ma grosse saison. Ouais. C'est-à-dire, je n'ai plus de vie sociale. J'essaie d'en prendre un petit peu, mais c'est un peu compliqué. Et mes colocs, à chaque fois, ils me disent on ne te voit pas, tu fais que travailler. Ma belle-sœur qui avait fait un genre de dessin pour Noël, et moi, j'étais Madame Travail. Ah ouais. J'étais là, genre, ok. Enfin voilà, tu sais, t'as des signaux un peu d'extérieur qui t'envoient des trucs comme ça, t'es là, genre, waouh. Et puis des fois, ça t'arrive vraiment, genre, la Madame Travail, j'ai été là, genre, non, ça t'a percuté. Ça m'a percuté. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Effectivement. Genre, il y a 6 mois de l'année où je suis full travail. Ouais. Voilà, donc non, c'est une fausse idée. Ouais. T'arrives quand même à trouver un équilibre pour pas t'épuiser, parce que c'est vrai que 6 mois dans l'année, c'est la grosse... Même si tu travailles toute l'année, bien sûr, mais c'est cette grosse période, est-ce que t'arrives quand même à prendre des soupapes pour pas t'épuiser? Ouais. La première année, c'était différent parce que du coup, tu te lances, donc tu as beaucoup moins de boulot. On dirait la deuxième année, je m'étais pris aucune pause pendant ces 6 mois. Et je suis arrivée en octobre. Rincée. Et je me suis dit, mais waouh, l'année prochaine, tu refais pas ça, quoi. Donc, 2024, j'ai pris 1 semaine au mois d'août. En fait, je pense qu'il faut que je prenne plus. Il faut que je prenne moins de 2 semaines. Et du coup, j'étais quand même épuisée là. Enfin, même là, cette année, ma saison s'est finie clairement le 28 décembre, quoi. Enfin, le 27, parce que le 28, c'est férié chez moi, mais le 28 décembre, c'est mon anniversaire. Genre, c'est anniversaire, on ne travaille pas. Ouais, là, ma dernière séance du 27 décembre, je suis désolée pour eux, les photos sont trop cool. Hein. Ouais, mais toi, l'énergie que ça te demande, bien sûr. Puis en plus, après, je partais en voyage, donc j'avais aussi un peu la tête autre part. Mais moi, je l'ai senti pas... Alors, eux, ça se trouve, ils n'ont pas dû s'en sentir parce que j'ai essayé de faire abstraction de ça et d'être souriante et tout, mais en fait, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Ouais, je comprends. Voilà. Donc ça reste quand même des périodes intenses où c'est important de faire attention quand même à soi. Et du temps pour soi. Ouais, du temps pour soi, de prendre des pauses en tant que photographe, bien sûr. En tant qu'entrepreneur, d'une manière générale, oui, parce que c'est vrai qu'on peut avoir voilà, maintenant qu'on a un peu tué la fausse image de la liberté, oui, il y a des moments où c'est important quand même de faire des pauses pour revenir en meilleure forme et revenir avec plus de créativité, avec plus une énergie aussi qui doit être sans doute bien différente une fois qu'on est bien reposé, quoi. C'est vachement important. Ouais. Et quand tu parles de créativité, c'est vrai que moi je le vois. Au final, je fais beaucoup de photos pour les autres, mais je fais rien pour moi. Alors je vais le faire en voyage. Mais c'est vrai que tu as besoin des fois de te ressourcer pour la créativité. Ouais, c'est important. C'est important. En parallèle de tout ça, on en a un
tout petit peu parlé. Tu as une passion pour recueillir, adopter les animaux qui sont un petit peu, qu'on regarde pas trop, qui sont peut-être un petit peu moins sexy, entre guillemets. Tu as un petit côté Brigitte Bardot, je crois. Quelle place, comment tes animaux sont rentrés dans ta vie et quelle place ils ont pour toi? Je pense que les animaux, ça fait partie de ma vie depuis toute petite. Ouais. Mes grands-parents ont toujours eu des chiens, j'ai toujours connu avec des chiens. Ils avaient 2 bosserons, j'ai une photo de moi chez mes grands-parents avec les 2 bosserons à côté de moi qui sont assis, et en étant assis, ils sont plus grands que moi. Ouais. C'est trop drôle. Et je suis venue avec mon gâteau. J'adore cette photo. Et je pense que j'ai toujours été entourée d'animaux. Chez mes parents, j'ai toujours eu des chats. Et je pense que toute ma vie, j'aurai des chats. Je mourrai avec mes chats. Je serai cette fameuse fille à chat. Enfin, bien plus, je pense que j'aurai quand je pourrai avoir plein d'animaux. Bref. Et le premier animal que j'ai eu à moi, du coup, c'est Joy, ma jument. Ouais. Que j'ai, alors, les chevaux, si tu peux adopter, mais bon, c'est différent, mais j'ai acheté quand elle avait 15 ans. C'est déjà pas mal, quoi. Tu bien sais avancé. que tu vas pas en profiter non plus très longtemps. Et effectivement, j'en ai profité 3 ans et après j'ai mis à la retraite parce qu'il y a eu des problèmes de santé. Mais j'ai offert une super retraite et c'était trop cool. Et c'est à ce moment-là où ma vision aussi de l'équitation a changé. Quand je l'ai mise à la retraite dans un pré et que clairement, quand je venais la voir, elle me disait pop 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 genre je m'en fous de toi. Je suis dans mon troupeau avec des hectares. Je suis bien. Enfin, c'est bon, t'as pas besoin. Et j'avais trouvé une super retraite dans un endroit où j'avais 40 minutes de route. Je faisais 40 minutes, je pouvais même pas approcher ma jument dans le pré, tellement. Et j'étais là genre, bon, super, et je vais te regarder, trop cool. Et après, je repartais, quoi. Mais du coup, je me suis dit... j'ai une autre vision des chevaux. J'ai eu Léo, du coup, que j'ai adopté quand je suis partie sur Lyon. Et quand je suis revenue, donc on a vécu 1 an chez ma maman. Quand je suis allée en coloc avec mes amis avaient des chiens, dont un qui n'était pas trop OK avec les chats. Du coup, j'ai dit à ma mère, est-ce que tu peux garder Léo? Elle m'a dit oui. Et quand on s'est quitté avec les filles, j'ai dit à ma mère, est-ce que je peux récupérer Léo? Elle m'a dit non. Mais je m'en doutais, ma maman, elle était toute seule. Elle avait récupéré un petit chaton qui a disparu pas longtemps après qu'on revienne avec Léo. Et du coup, je pouvais pas. Et puis ils étaient cul et chemise tous les deux. Enfin, je pouvais pas faire ça, quoi. Donc j'étais bon, pas de souci. Et oui, avant que les filles partent, du coup, j'ai adopté Shiva. C'est une sacrée histoire, Shiva. Shiva, c'est une labrador qui vient de Guadeloupe. Pour la faire courte, j'avais pas du tout flashé sur elle. C'était un chiot que je voulais. Et l'assaut qui te parle aussi de Shiva. Et du coup, je dis, oui, j'ai vu la labrador qui avait 7 ans, qui avait une fracture à la patte, qui était, je suis désolée, ma Shiva, qui était vraiment pas belle. Elle avait eu plein de portées, elle avait des tétines qui pendaient de partout, là. Enfin, bref. Oui, parce que c'est une asso, je crois, qui recueille des animaux de la rue, en fait, c'est ça? Donc ils sont pas, dont on s'est pas occupé pendant très longtemps. Oui. On connaît pas du tout le passé de Shiva. Et du coup, après, ils vont dans des familles d'accueil, en fait. Ils trouvent des familles d'accueil. Donc, s'ils peuvent les trouver sur l'île, c'est trop cool. Sinon, ils rapatrient en métropole. Et donc, elle m'a parlé de cette chienne et tout. Je dis, bon, je réfléchis, je vous rappelle demain matin. J'ai discuté avec mes amis qui m'ont donné des arguments qui étaient vrais. Du coup, j'ai rappelé, j'ai dit, bon, je vais prendre Shiva. Et parce que le chiot, elle a eu plein de demandes et Shiva, personne ne s'est jamais intéressé à elle, quoi. Et c'était mon âme sœur. Je repleure. C'est ok. Elle est toujours là. Oui, mais ça reste quelqu'un d'important. Ouais, mais c'est drôle parce que je raconte toute ma vie. J'ai jamais eu peur de la mort.
C'est-à-dire que si demain je meurs, faudra pas être triste pour moi. D'accord. Parce que j'ai vécu plein de choses trop chouettes. Et je suis trop contente de ma vie actuellement. Mais de plus en plus, j'ai peur de choses. Alors moi, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de perdre ma maman. Ouais. De perdre mon chien, mais je sais que ça va arriver malheureusement très tôt. Ouais. Et Clem. Ouais. Et du coup, je me dis que Shiva, elle a quand même 10 ans, que là, je la vois. Ouais. Au niveau de la santé, ça va de moins en moins. Et c'était vraiment mon âme sœur, quoi. Ouais. Incroyable, cet assaut qui te parle de ce chien que tu avais vu sur une photo que tu n'avais juste pas envie parce que tu n'as pas envie de te faire chier. Ouais. Avec un vieux chien. Qui a des soucis de santé. santé. Qui a des soucis de santé et qui a une patte folle. Ouais. Il y en a 2 maintenant. Et en fait, mais vraiment. Et du coup, cette chienne m'accompagne sur mes voyages, sur mes séances photos aussi, des fois. Ouais. Et elle est incroyable, c'est mon copilote, quoi. Ouais. Le copilote de ma vie. Ouais, vous faites la paire toutes les deux, c'est clair. Voilà. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est fou à quel point ta vie, elle est bien remplie, comme tu sembles épanouie, en fait, avec tout ce qui compose justement cette vie, avec, voilà, il y a la photo, il y a les amis, il y a les animaux qui sont présents, les colocs aussi, qui ont une place aussi importante. J'aimerais bien qu'on parle d'un sujet que je trouve important, mais qui peut être un petit peu tabou parfois. C'est le fait qu'aujourd'hui, tu sois seule dans ta vie, dans le sens où tu vis pas avec... t'es pas en couple, t'as pas d'enfant. Et je trouve que vraiment, sincèrement, que tu as un bel exemple qu'on peut être parfaitement épanoui, se réaliser, même lorsqu'on n'a pas... lorsqu'on est seul, mais je mets des gros guillemets parce que seul, tu l'es absolument pas. Tu l'es pas du tout. Et je voudrais savoir un peu quelle est ta vision des choses vis-à-vis de ça, comment tu vis tout ça, toi. Ouais. Eh ben, ça a été dur longtemps, en vrai. Parce que dans la société, il faut que tu aies quelqu'un qui t'accompagne. Ouais. De préférence un homme, une femme, tu vois. Ouais. Faut avoir des enfants. Faut avoir une maison. Ouais. Faut avoir un labrador, je l'ai. Et sauf que moi, il y a des choses dans la vie à laquelle j'aspire pas forcément. Moi, je veux pas d'enfants. Ouais. Mais pour plein de raisons. Peut-être qu'un jour j'en aurai et je serai très contente d'en avoir, mais c'est pas mon but. Ouais. Et du coup, souvent, enfin on le sait, genre dans les repas de famille, bah non, t'es encore toute seule. Bah non. Ouais. Et, enfin voilà, genre t'as pas trouvé l'homme de ta vie. Et si c'est une meuf, enfin, tu vois, ça fait rire. C'est vrai. Tu sais, des fois t'aimes bien dire des trucs comme ça ou de, je sais pas, enfin voilà, de casser un peu les trucs pour que les gens soient un peu mal à l'aise de leurs questions bêtes. Mais j'ai cette grande chance que plus personne me pose la question. Mais peut-être, est-ce que c'est pas parce que les gens te voient épanouie, en fait, tel que tu vis ta vie, en fait? Peut-être. Il n'y a pas tellement de questions qui se posent. Ouais. Mais maintenant, je suis OK avec ça. Alors oui, j'aimerais que quelqu'un m'accompagne au quotidien. Et quoique, parce que... Après, plus tu vas dans le temps, plus tu as tes petites habitudes. Et bien tout sûr. Ça. Enfin, voilà, bref. Après, il y a plein de moyens d'être en couple sans forcément vivre avec les personnes aussi. Ou pas, mais oui, j'aimerais... c'est pas une volonté d'être seule. Ouais. J'aimerais être accompagnée. Mais c'est OK pour moi de pas l'être. Totalement. Parce que je suis épanouie, parce que j'ai mes amis, j'ai ma famille, je suis très bien occupée dans ma vie. Ouais. Voilà, je prends j'ai des loisirs, je prends du temps pour moi quand je peux. Mais ouais. Et des fois, je me dis, c'était une réflexion que m'avait fait ma coloc en disant, je comprends pas comment tu peux faire autant de choses dans ta journée. Et je me dis, oui, c'est vrai, je suis toujours par bon et par beau, enfin, je fais tout le temps plein de choses, et je me dis, mais quelle place aura cette personne, en fait, dans ma vie? Enfin,
Oui, bien sûr, je lui ferai de la place et j'arrangerai mon temps autrement. Mais ouais, c'est une réflexion ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ouais, en fait, je trouve pas parce que en fait, je prends pas le temps, je pense aussi. Ouais. Enfin, voilà. Mais parce que c'est peut-être pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas ton objectif de vie d'être avec... Alors, c'est pas mon objectif de vie d'avoir des enfants. Ouais. Si, après, bien sûr, personne n'a envie de mourir seul. Hein. Oui, non, mais bien sûr. On est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'attends pas après ça pour te réaliser. C'est plutôt dans ce sens-là où je le disais. Ouais. Non. Ouais. Moi, je sais que la vie est courte et ego, quoi. Enfin, je vais pas attendre la personne qui va partager ma vie pour faire des choses. Alors... Ouais, mais c'est un beau message, je trouve, que de ne pas attendre la bonne personne ou de pas attendre tout court, en fait, finalement, pour être heureuse, en fait, pour être heureux. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait d'être seule qui me fait me bouger, tu vois? Parce qu'en fait, des fois, tu peux un peu te complaire dans la chose où tu es avec une autre personne. Ouais. Et du coup, tu fais pas grand-chose. C'est pas vrai, mais tu fais moins de choses. Ouais, peut-être, ouais. Enfin, voilà. Peut-être. Mais c'est une réflexion qui est hyper intéressante, je trouve. Merci beaucoup, Camille, de t'être confiée à mon micro. Je te souhaite une vie pleine d'aventures. Je vais mettre toutes tes informations pour que tout le monde puisse te découvrir ton magnifique travail. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci, Océane. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de Pause Pépite. J'espère qu'il vous a plu. Et merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez faire grandir ce podcast, abonnez-vous, likez et partagez cet épisode au plus grand nombre. C'est de cette manière qu'il brillera encore plus fort. Merci encore et surtout, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pause Pépite.